Héros pour certains, hypocrite pour d'autres. Symbole mondial de la non-violence, mais homme aux contradictions profondes. Qui était vraiment Mohandas Karamchand Gandhi? Dans cette vidéo, nous allons retracer la vie du Mahatma, de sa naissance en 1869 jusqu'à son assassinat en 1948. Et nous plongerons aussi dans sa face sombre, souvent oubliée, parfois dérangeante. Car derrière le mythe, il y avait un homme, avec ses grandeurs, mais aussi ses failles. Naissance et enfance à Porbandar. Gandhi naît le 2 octobre 1869 dans la petite ville de Porbandar, sur la côte ouest de l'Inde, dans l'état actuel du Gujarat. Son père, Karamchand Gandhi, est un haut fonctionnaire respecté, tandis que sa mère, Putlibai, est une femme pieuse imprégnée de l'hindouisme et du jaïnisme. Dès l'enfance, Gandhi est exposé à des valeurs de discipline, spiritualité et non-violence. Mais il est aussi un enfant timide, réservé, parfois maladroit. À 13 ans, il est marié de force, selon la coutume, à Kasturbai Makanji, qui n'a 14 ans. Ce mariage précoce, qu'il décrira plus tard comme une erreur, marquera toute sa vie. Dans ses écrits, il avouera avoir été obsédé par le désir sexuel dans sa jeunesse. Une obsession qui alimentera plus tard son choix radical du célibat conjugal. Londres, le choc culturel. En 1888, à l'âge de 18 ans, Gandhi part étudier le droit à Londres. Là, le jeune Indien timide se retrouve face à une société occidentale moderne. Il adopte un temps le mode de vie britannique, costume, chapeau melon, cours de danse et de diction. Mais très vite, il s'oriente vers une quête plus spirituelle. Il lit la Bhagavad Gita, qui deviendra son livre de chevet, mais aussi la Bible et les écrits de Tolstoï. C'est à Londres qu'il forge sa conviction. Il veut être plus qu'un simple avocat. Il veut donner un sens à sa vie, un idéal supérieur. Afrique du Sud, la naissance du militant. En 1893, Gandhi, jeune avocat, accepte un contrat en Afrique du Sud. C'est là que tout bascule. Dans un train, il est jeté hors d'un wagon de première classe malgré son billet, uniquement parce qu'il est indien. Ce choc marque sa vie. Gandhi découvre l'ampleur du racisme institutionnalisé et décide de lutter. Il développe le concept de satyagraha, la force de la vérité, une méthode de résistance non violente. Mais attention, c'est aussi ici qu'apparaît sa face sombre. Car Gandhi, s'il défend les droits des Indiens, adopte parfois un discours méprisant envers les Noirs sud-africains, qu'il qualifie de « kafirs » dans ses écrits. Il réclame de meilleurs droits pour les Indiens, mais pas pour les Africains natifs. Cette contradiction entra son héritage. Héros de l'égalité pour certains, homme de préjugés pour d'autres. Retour en Inde, le Mahatma. En 1915, Gandhi retourne en Inde. Son aura d'homme qui a tenu tête aux autorités coloniales britanniques en Afrique du Sud l'a déjà précédé. Il choisit une vie simple, sandales, dhoti, filage de son propre coton rouet. Ce style ascétique fascine les foules. Rapidement, il devient le Mahatma, le grand âme. Son message est simple, mais puissant. Non-violence, désobéissance civile, autosuffisance économique. Il se bat contre les taxes injustes, soutient les paysans et organise des marches pacifiques qui galvanisent les masses. Mais il reste aussi un stratège politique redoutable capable de manipuler l'opinion publique et de mettre la pression sur les Britanniques. Les grandes luttes. Parmi ses actions marquantes, la marche du sel en 1930, 390 km à pied pour protester contre le monopole britannique sur le sel. Les campagnes de boycott des produits étrangers, où il encourage les Indiens à brûler leurs vêtements importés et à tisser eux-mêmes leurs habits. Ses séjours répétés en prison qui renforcent son image de martyr pacifique. Gandhi devient une figure mondiale. Churchill le méprise, le traitant de fakir à moitié nu, mais partout ailleurs, il est célébré comme un prophète moderne.
La face sombre de Gandhi. Mais derrière l'icône se cache un homme complexe. Sexualité et expériences troublantes. Gandhi impose le célibat conjugal à sa femme Kasturba, mais continue d'expérimenter. À un âge avancé, il dort nu avec de très jeunes femmes, parfois même avec ses nièces, affirmant tester sa résistance sexuelle. Ces pratiques, aujourd'hui jugées profondément choquantes, suscitent un malaise chez ses proches. Bien qu'il défende les intouchables, qu'il appelle les Harijan, enfants de Dieu, il reste attaché au système des castes. B.R. Ambedkar, grand leader Dalit, l'accuse de paternaliste et d'hypocrite. Gandhi croit au pouvoir moral même face à des dictateurs. Dans les années 1930, il écrit à Hitler, l'appelant mon ami, et lui demandant d'arrêter la guerre par la paix et la bonté. Un geste qui, vu aujourd'hui, paraît d'une incroyable naïveté. Vision sur les femmes. Tout en encourageant leur participation à la lutte, il garde une vision traditionnelle et patriarcale de leur rôle. Ces zones d'ombre montrent un homme profondément humain, mais aussi imparfait, loin du saint que l'on imagine. L'indépendance et la partition. En 1947, après des décennies de lutte, Gandhi voit son rêve d'indépendance se réaliser. Mais c'est une victoire amère. L'Inde est libérée mais divisée. Naissent alors l'Inde et le Pakistan. Cette partition entraîne des violences inouïes, plus d'1 million de morts, des millions de déplacés. Gandhi, bouleversé, jeûne pour rétablir la paix entre hindous et musulmans. Mais il est de plus en plus isolé, accusé par certains hindous radicaux d'être trop favorable aux musulmans. L'assassinat. Le 30 janvier 1948, à Delhi, Gandhi se rend à une réunion de prière. En chemin, il est abattu de 3 balles tirées à bout portant par Nathuram Godse, un extrémiste hindou qui l'accuse de trahir sa communauté en soutenant les musulmans. Le monde est sous le choc. Des millions d'Indiens pleurent. L'icône de la non-violence est tombée, victime de la violence. Héritage et contradiction. Aujourd'hui, Gandhi reste une figure universelle. Martin Luther King et Nelson Mandela se sont inspirés de sa philosophie. Mais sa face sombre refait surface dans les débats modernes. Ses propos racistes en Afrique du Sud, ses pratiques sexuelles controversées, sa défense ambiguë du système des castes. Alors, qui était Gandhi? Un prophète de la paix? Oui. Un homme imparfait? Assurément. Un mythe façonné par l'histoire? Peut-être. Gandhi nous rappelle que les héros sont avant tout des hommes, avec leurs idéaux, leur grandeur, mais aussi leurs contradictions. Sa vie est une leçon. La non-violence peut changer le monde, mais personne n'échappe à ses propres ombres. On le connaît pour un discours « I have a dream ». Mais derrière cette image figée d'un orateur charismatique, il y a l'histoire d'un homme, d'un combat, d'une vie courte mais fulgurante. De sa naissance à Atlanta en 1929 jusqu'à son assassinat en 1968, Martin Luther King Jr. a incarné l'espoir, la lutte et le prix à payer pour défier l'injustice. Naissance et enfance à Atlanta. 1929-1944. Martin Luther King Jr. naît le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, dans une Amérique profondément marquée par la ségrégation raciale. Son père, Martin Luther King Sr., est pasteur baptiste, homme strict mais charismatique. Sa mère, Alberta Williams King, est institutrice et musicienne. Dès l'enfance, Martin est confronté à l'injustice. Un jour, ses amis blancs lui disent qu'ils ne peuvent plus jouer avec lui parce qu'il est noir. Ce choc marque l'enfant. Pourtant, Martin est aussi un élève brillant. Très tôt, il se passionne pour la lecture, la philosophie et la religion. À l'adolescence, il saute 2 classes et entre à l'université à seulement 15 ans. Études et éveil intellectuel.
En 1944, il intègre le Morehouse College, une université prestigieuse pour Afro-Américains. Là, il rencontre des professeurs qui l'influencent, notamment Benjamin Mays, qui lui transmet une vision. Le christianisme peut et doit être un moteur de justice sociale. Il poursuit ses études au Crozer Theological Seminary en Pennsylvanie, puis à l'Université de Boston, où il obtient un doctorat en théologie. À Boston, il rencontre Coretta Scott, une étudiante en musique, qu'il épouse en 1953. Ensemble, ils auront 4 enfants. Coretta sera bien plus qu'une épouse, une alliée politique, une militante, une force dans l'ombre. C'est aussi à cette période que King découvre les écrits de Mahatma Gandhi. L'idée de la non-violence comme arme de lutte devient pour lui une révélation. Montgomery, le baptême du feu. En décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, une femme noire, Rosa Parks, refuse de céder sa place dans un bus à un homme blanc. Elle est arrêtée. La communauté noire réagit. Un jeune pasteur de 26 ans, récemment installé à Montgomery, est choisi pour diriger le mouvement de protestation, Martin Luther King Jr. Commence alors le boycott des bus de Montgomery, qui dure plus d'1 an. Les Noirs refusent de prendre le bus, marchent des kilomètres, organisent un système de covoiturage. Les pertes économiques pour la compagnie sont énormes. King devient la voix du mouvement. Son éloquence, sa détermination, son appel à la non-violence galvanisent les foules. En 1956, la Cour suprême déclare la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle. Victoire, King est désormais connu à l'échelle nationale. Le leader du mouvement pour les droits civiques. En 1957, King fonde la Southern Christian Leadership Conference, CLC, une organisation destinée à coordonner la lutte non-violente dans tout le Sud. Il multiplie les discours, les marches, les campagnes. Il est arrêté à de nombreuses reprises. À Albany, en Géorgie, il lance une campagne en 1961, mais se heurte à une répression policière habile qui évite la violence visible. L'échec est amer, mais il en tire des leçons. En 1963, à Birmingham, en Alabama, il organise une campagne contre la ségrégation. La police lâche des chiens, utilise des lances à incendie contre des enfants. Les images choquent l'Amérique et le monde. C'est dans une cellule de Birmingham qu'il écrit sa célèbre lettre de la prison de Birmingham, un texte magistral où il défend la désobéissance civile face à l'injustice. Le rêve de Washington. Le 28 août 1963, plus de 250 000 personnes convergent vers Washington. La marche pour l'emploi et la liberté est l'un des plus grands rassemblements de l'histoire des États-Unis. Au pied du Lincoln Memorial, King prend la parole. I have a dream. Son discours entre dans l'histoire. Il imagine une Amérique où les enfants noirs et blancs marcheront main dans la main. Le monde entier découvre son charisme. Mais derrière le triomphe, King sait que la route sera encore longue. Des lois, mais pas la paix. En 1964, sous la pression du mouvement, le président Lyndon B. Johnson fait adopter le Civil Rights Act, qui interdit la ségrégation. L'année suivante, le Voting Rights Act garantit enfin le droit de vote aux Noirs. King reçoit le prix Nobel de la paix en 1964. À seulement 35 ans, il est le plus jeune lauréat de l'époque. Mais malgré ses victoires, la réalité est dure. Le racisme persiste. La pauvreté ronge les communautés noires. King comprend que le combat ne peut s'arrêter aux lois. Il doit s'attaquer aux inégalités économiques et sociales. Les nouvelles batailles, pauvreté et Vietnam. King lance des campagnes dans le Nord, notamment à Chicago, pour dénoncer le racisme dans le logement et l'emploi.
Mais il se heurte à une hostilité violente, même de la part des Blancs progressistes. Il élargit aussi son combat au niveau international. En 1907, il dénonce publiquement la guerre du Vietnam. Pour lui, les États-Unis ne peuvent prêcher la démocratie à l'étranger tout en opprimant leurs citoyens noirs. Son discours « Beyond Vietnam », prononcé à New York, choque l'establishment. Beaucoup l'accusent de trahir son pays. Ses relations avec le président Johnson se brisent. Même certains alliés du mouvement estiment qu'il va trop loin. Critique, isolement et fatigue. À la fin des années 1960, le climat change. De jeunes militants, influencés par Malcolm X et les Black Panthers, rejettent la non-violence de Martin Luther King. Ils veulent une approche plus radicale. King se retrouve critiqué de toutes parts, trop modéré pour les uns, trop radical pour les autres. Il est harcelé par le FBI, qui tente de briser sa vie privée, allant même jusqu'à lui envoyer une lettre l'encourageant au suicide. Fatigué, menacé. Il continue pourtant. Il lance la Poor People's Campaign, un mouvement pour la justice économique, rassemblant noirs, blancs, hispaniques et amérindiens. Mais le poids est immense. King sait qu'il risque sa vie. Il confie à ses proches « J'ai vu la terre promise. Je ne pourrai peut-être pas y entrer avec vous. » Memphis, le dernier combat, 1968. Avril 1968. King se rend à Memphis, Tennessee pour soutenir une grève des éboueurs noirs qui réclament de meilleures conditions de travail. Le 3 avril, il prononce un discours prophétique. « J'ai été au sommet de la montagne. J'ai vu la terre promise. Je n'y arriverai peut-être pas avec vous. Mais nous, en tant que peuple, nous atteindrons la terre promise. » I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Le lendemain, 4 avril 1968, à 18h01. Alors qu'il se tient sur le balcon du Lorraine Motel, une balle l'atteint à la mâchoire et au cou. Il s'effondre. Martin Luther King Jr. meurt à l'âge de 39 ans. L'assassin présumé, James Earl Ray, sera arrêté. Mais des doutes persistent encore aujourd'hui sur les véritables circonstances. Héritage et légende. La mort de King plonge l'Amérique dans le chaos. Des émeutes éclatent dans plus de 100 villes. Le pays est en deuil, mais son héritage survit. Ses idées de non-violence inspirent des générations. Nelson Mandela en Afrique du Sud, Václav Havel en Europe de l'Est, et tant d'autres encore. Aux États-Unis, il est aujourd'hui honoré d'un jour férié, le Martin Luther King Day. Des écoles, des rues, des monuments portent son nom. Mais son message reste d'actualité. Lutter contre les inégalités. Refuser la haine. Croire en un monde plus juste. Martin Luther King n'a vécu que 39 ans. Mais en moins de 4 décennies, il a changé le visage de l'Amérique et du monde. Son rêve n'est pas encore totalement accompli. Mais son courage, sa vision et son sacrifice continuent d'inspirer. Car si les balles ont tué l'homme, elles n'ont pas tué le rêve.
Naissance et enfance. Tout commence le 18 juillet 1918 dans le petit village de Mvezo, en Afrique du Sud. Un enfant vient au monde dans la tribu Xhosa au sein du clan Madiba. Cet enfant, c'est Rolihlahla Mandela. En langue Xhosa, Rolihlahla signifie littéralement « tirer la branche d'un arbre », mais c'est aussi une métaphore qui veut dire « fauteur de troubles ». Un nom qui, rétrospectivement, semblait prédestiné. Son père, Gadla Henry Mfakaniswa, est un chef local, conseiller du roi des Tembus. Sa mère, Nonkafi Nozekeni, est la troisième des 4 épouses de Gadla. Mandela grandit donc dans une grande famille polygame, entourée de frères et sœurs, dans une atmosphère traditionnelle rythmée par les rites Xhosa. À l'âge de 7 ans, il devient le premier de sa famille à aller à l'école. Son institutrice, suivant l'habitude coloniale britannique, lui donne un prénom chrétien, Nelson. Désormais, il portera ce double nom, Rolihlahla chez les siens, Nelson dans le monde colonial. Mais en 1927, le destin frappe. Son père meurt d'une maladie pulmonaire. Nelson, âgé de seulement 9 ans, perd son repère masculin. Sa mère décide alors de le confier au régent Jongintaba Dalindyebo, souverain des Tembus, qui accepte de prendre soin de lui comme de son propre enfant. C'est un tournant. Mandela quitte son village pour aller vivre dans la cour royale de Kunu. Il y découvre une nouvelle discipline, mais aussi une ouverture sur le monde. Jeune garçon, Mandela écoute avec passion les anciens raconter les histoires de résistance de son peuple contre les envahisseurs blancs. Ces récits de lutte et de dignité allument en lui une flamme, même s'il ignore encore jusqu'où cette flamme le mènera. Études et éveil politique. En 1935, Mandela entre à l'école secondaire de Clarkbury, puis au collège de Hilltown, une institution méthodiste. Là-bas, il apprend la rigueur, l'ordre, mais aussi les valeurs chrétiennes. En 1939, il s'inscrit à l'université de Fort Hare, la seule université réservée aux Noirs en Afrique du Sud. C'est un lieu d'élite où se forment les futurs leaders africains. C'est aussi là qu'il commence à ouvrir les yeux sur l'injustice coloniale. Mais son caractère rebelle se manifeste vite. En 1940, il participe à une protestation étudiante contre l'administration. Résultat, il est expulsé. Furieux, son tuteur royal, Jongintaba, lui ordonne d'accepter un mariage arrangé. Mandela refuse. Alors, avec son ami Oliver Tambo, il prend une décision radicale, fuir à Johannesburg. À Johannesburg, il découvre une réalité brutale. La ville est divisée entre riches quartiers blancs et ghettos noirs misérables. Pour survivre, Mandela enchaîne les petits boulots. Garde de mine, agent de sécurité, clerc dans un cabinet juridique. Mais en parallèle, il reprend ses études de droit par correspondance, déterminé à devenir avocat. C'est dans cette effervescence que naît son éveil politique. En 1943, Mandela adhère à l'African National Congress, ANC, un parti noir qui lutte contre les discriminations raciales. Il y trouve des compagnons de route, Walter Sisulu, Oliver Tambo et plus tard, Albertina Sisulu. La jeunesse noire d'Afrique du Sud bouillonne. Un système d'oppression se met en place, l'apartheid. Mandela comprend qu'il devra consacrer sa vie entière à ce combat. Lutte contre l'apartheid et radicalisation. En 1944, Mandela participe à la création de la Ligue de jeunesse de l'ANC, aux côtés de Sisulu et Tambo. Ils veulent dynamiser le parti, jugé trop timide. Leur devise, action directe, mobilisation de masse, désobéissance civile. La même année, il épouse Evelyn Mays, une infirmière avec qui il aura 4 enfants. Mais l'histoire va bientôt basculer. En 1948, le Parti national, dominé par les Afrikaners blancs, prend le pouvoir et instaure officiellement le système d'apartheid. Un régime raciste, légal, qui sépare les blancs et les noirs dans tous les aspects de la vie. Logement, transport et hôpitaux, même les bancs publics. Les Noirs n'ont aucun droit politique et sont considérés comme étrangers dans leur propre pays. Face à cela, Mandela et l'ANC organisent des campagnes de désobéissance. En 1952, Mandela devient le visage d'une grande campagne de résistance passive. Il est arrêté plusieurs fois, condamné à des peines de prison avec sursis. Il gagne en notoriété, mais paie un prix personnel. Son mariage avec Evelyn s'effondre et il divorce en 1957.
En 1956, la répression s'intensifie. Mandela et 155 autres militants sont arrêtés et accusés de trahison. Le procès dure 4 ans. Finalement, Mandela est acquitté, mais le gouvernement resserre son étau. En 1958, il se marie avec Winnie Madikizela, une jeune assistante sociale fougueuse. Elle deviendra plus tard une figure de lutte, mais aussi de controverse. En mars 1960, c'est le choc, le massacre de Sharpeville. La police ouvre le feu sur une manifestation pacifique, tuant 69 personnes. L'ANC est immédiatement interdit. Mandela comprend que la lutte pacifique ne suffit plus. De la clandestinité à la prison. En 1971, Mandela prend une décision historique, créer une branche armée de l'ANC appelée Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. Il organise des sabotages contre les infrastructures du régime, tout en évitant de viser des civils. Il devient l'homme le plus recherché du pays, surnommé le Black Pimpernel. En 1972, il quitte clandestinement l'Afrique du Sud pour chercher du soutien en Afrique et à l'étranger. À son retour, il est arrêté et condamné à 5 ans de prison. Mais ce n'est que le début. En 1963, la police découvre la cache secrète de l'ANC à Rivonia. Mandela et plusieurs de ses camarades sont accusés de complot et de sabotage. Au procès de Rivonia, Mandela prend la parole. Son discours entre dans l'histoire. Open quote. « J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et atteindre. Mais si c'est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Close quote. En 1964, Mandela est condamné à la prison à vie. Il est envoyé à l'infâme prison de Robben Island. Les 27 ans derrière les barreaux. À Robben Island, Mandela endure l'enfer. Sa cellule mesure à peine 2 mètres sur 2. Il dort sur une paillasse, casse des pierres sous un soleil brûlant, subit humiliation et privation. Il est séparé de sa femme Winnie, de ses enfants, de sa liberté. Mais il refuse de se briser. Au contraire, il transforme la prison en université de la lutte. Avec ses camarades, il organise des cours, des débats, des lectures. Il apprend aussi l'Afrikaans, la langue de ses geôliers, pour mieux comprendre son ennemi. Pendant ce temps, dehors, la résistance continue. Winnie Mandela devient la voix de son mari. Elle milite, galvanise les foules, mais finit aussi par dériver dans des pratiques violentes qui entacheront sa réputation. Les années passent. Le monde commence à s'indigner. Les Nations Unies condamnent l'apartheid. Des mouvements de solidarité naissent partout. Le slogan « Free Nelson Mandela » devient universel. Mandela devient le symbole vivant de la lutte, même depuis sa cellule. Il n'est plus seulement un homme, il est devenu une légende. En 1992, il est transféré à la prison de Pollsmoor, puis en 1988 à la prison Victor Verster. Là, ses conditions s'améliorent légèrement. Les pressions internationales s'intensifient. L'économie sud-africaine s'effondre. Le régime comprend qu'il doit négocier. La libération et la fin de l'apartheid. Le 11 février 1990. Après 27 années de captivité, Nelson Mandela franchit enfin les grilles de la prison. Main dans la main avec Winnie, le poing levé, il salue une foule en liesse. Le monde entier retient son souffle. Mandela est libre. Mais il ne prêche pas la vengeance. Au contraire, il appelle à la réconciliation. Il rencontre le président Frederick de Klerk. Ensemble, ils négocient la fin de l'apartheid. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. En 1993, Mandela et de Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix. Puis vient le moment historique, avril 1984. Pour la première fois, les Noirs d'Afrique du Sud ont le droit de voter. Des millions d'hommes et de femmes patientent des heures pour glisser leur bulletin. Résultat, Nelson Mandela est élu premier président noir d'Afrique du Sud. La présidence.
Mandela devient président à 75 ans. Son gouvernement d'unité nationale inclut même ses anciens ennemis. Il met en place la commission Vérité et Réconciliation, dirigée par l'archevêque Desmond Tutu. Le but: révéler les crimes de l'apartheid, permettre aux victimes de témoigner et aux coupables d'obtenir le pardon en échange de la vérité. Mandela investit dans l'éducation, la santé, le logement. Il tente d'unifier un pays profondément divisé. Symbole de cette unité, en 1995, il soutient publiquement l'équipe de rugby sud-africaine, les Springboks, longtemps symbole des Blancs. Lors de la finale de la Coupe du monde de rugby, Mandela apparaît au stade, portant le maillot vert des Springboks. La foule, majoritairement blanche, scande son nom. Un moment de réconciliation historique. En 1989, fidèle à sa promesse, Mandela se retire après un seul mandat. L'icône mondiale et les dernières années. À sa retraite, Mandela devient une icône mondiale de paix et de justice. Il crée la fondation Nelson Mandela, qui lutte contre la pauvreté, le sida et l'injustice. Mais sa vie personnelle reste complexe. Son mariage avec Winnie se termine par un divorce en 1996. En 1988, il se remarie avec Graça Machel, veuve de l'ancien président mozambicain Samora Machel. Au fil des années, sa santé décline. Mais il reste une voix respectée, intervenant sur les conflits internationaux, plaidant pour la paix et défendant la dignité humaine. La mort d'un géant. Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela s'éteint à Johannesburg, à l'âge de 95 ans. L'Afrique du Sud et le monde entier sont en deuil. Des centaines de chefs d'État, de personnalités et de citoyens viennent lui rendre hommage. Barack Obama dira « Il n'appartient plus à nous. Il appartient à l'éternité ». Mandela repose aujourd'hui dans son village natal de Kunu, là où tout avait commencé. Nelson Mandela n'a pas seulement été un homme politique. Il a été le symbole vivant de la lutte contre l'oppression. Un homme qui a sacrifié 27 ans de sa vie en prison, mais qui, une fois libre, a choisi la paix plutôt que la vengeance. Son héritage est universel. Il nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours une lumière. Et que parfois, un seul homme peut changer le cours de l'histoire. No sabemos, lo que no sabemos es si el gobierno de los Estados Unidos, si los generales del Pentágono, si esos senadores que proclaman la guerra contra nuestra patria están también dispuestos a morir. Patria o muerte, pensaremos. Il était l'un des hommes les plus puissants et les plus controversés du XXe siècle. Certains le voient comme un héros révolutionnaire, d'autres comme un dictateur impitoyable. Cette histoire n'est pas seulement celle de Fidel Castro, mais celle d'un pays tout entier bouleversé par un homme qui a défié le monde. Chapitre 1. La naissance d'un futur révolutionnaire. 1926-1945. Fidel Alejandro Castro Ruz est né le 13 août 1926 à Biran, une petite ville agricole de l'est de Cuba. Il est le fils de Ángel Castro, un immigrant espagnol devenu propriétaire terrien, et de Lina Ruz, une paysanne cubaine. Très tôt, Fidel découvre le contraste brutal entre la richesse de son père et la pauvreté des habitants alentours. Enfant curieux et déterminé, il est élevé dans une famille où la discipline est stricte. À l'école, il se distingue par son intelligence et son esprit de leadership. C'est aussi à cette époque que Fidel prend conscience des injustices sociales, notamment le pouvoir écrasant des États-Unis sur l'économie cubaine et la domination de l'élite terrienne. À l'adolescence, il est envoyé dans des collèges prestigieux de Santiago de Cuba et de La Havane, où il se fait remarquer pour son éloquence et sa passion pour la politique. Il s'intéresse aux idées des grands révolutionnaires et penseurs du monde, de Marx à Martí, et rêve d'un Cuba libre et indépendant. Chapitre 2. Les années d'études et la naissance d'un idéologue, 1945-1952. En 1945, Fidel entre à l'université de La Havane pour étudier le droit.
Rapidement, il se fait connaître pour son activisme. Il dénonce la corruption du gouvernement cubain et la domination étrangère, en particulier celle des compagnies américaines qui contrôlent l'industrie sucrière. C'est également pendant ses années universitaires que Fidel commence à former ses convictions révolutionnaires. Inspiré par les mouvements de libération à travers le monde et par les écrits de Marx, il devient un fervent nationaliste et un ardent défenseur des paysans et des ouvriers. Mais son activisme attire l'attention du gouvernement et des élites locales. Fidel se retrouve plusieurs fois arrêté pour avoir participé à des manifestations. Ces épreuves ne font que renforcer sa détermination. Il sait que pour changer Cuba, il faudra renverser l'ordre établi. Chapitre 3. La montée vers la Révolution, 1952-1956. En 1952, le général Fulgencio Batista prend le pouvoir lors d'un coup d'État. Fidel, alors jeune avocat, voit ses espoirs de réforme légale s'effondrer. Il décide alors de passer à l'action directe. Avec un groupe de jeunes militants, il fonde le Movimiento 26 de Julio, du nom de l'échec de l'attaque de la caserne de Moncada en 1953. L'attaque, menée par Fidel et ses camarades, est un échec militaire, mais un succès symbolique. Elle marque le début de la lutte armée contre Batista. Fidel est arrêté, jugé et condamné à 15 ans de prison. Mais grâce à une amnistie générale en 1955, il est libéré après moins de 2 ans. À son retour, il se rend au Mexique, où il rencontre Che Guevara et organise la préparation de l'insurrection armée qui changera l'histoire de Cuba. Chapitre 4. La guérilla de la Sierra Maestra, 1956-1958. Le 2 décembre 1956, Fidel Castro, Che Guevara et 81 révolutionnaires embarquent à bord du yacht Granma pour débarquer à Cuba. L'opération tourne au désastre. Presque tous les hommes sont tués. Et les survivants doivent se réfugier dans la Sierra Maestra, une chaîne de montagnes difficile d'accès. C'est là que Fidel devient un véritable chef de guerre et stratège révolutionnaire. Il organise ses hommes en petites unités, mène des embuscades contre l'armée de Batista et gagne le soutien des paysans. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, devient un symbole de résistance. La presse internationale commence à relayer les exploits de ce groupe de guérilleros, et Fidel devient le visage de la révolution cubaine. Son charisme, sa capacité à motiver les troupes et sa vision d'une Cuba libre font de lui un leader incontesté. Chapitre 5. La victoire et la prise du pouvoir, 1959. Le 1er janvier 1959, Batista fuit Cuba. Fidel Castro et ses forces entrent à La Havane en triomphe. À 32 ans, Fidel devient le premier ministre de Cuba, marquant le début d'une ère nouvelle. Controlados todos los mandos militares de la nación por la jefatura revolucionaria, y siendo ya el magistrado Urrutia presidente de la República, a cuya investidura queda absolutamente subordinado el mando militar que ostento. Dans les premiers mois, Fidel entreprend des réformes radicales. Réformes agraires, nationalisation des entreprises américaines, amélioration de l'éducation et de la santé publique. Mais ces mesures provoquent l'hostilité des États-Unis, qui voient d'un mauvais œil l'expansion du communisme si proche de leurs frontières. Fidel, implacable, ne recule pas. Il consolide son pouvoir en éliminant l'opposition politique, souvent par la répression. Certains voient en lui un héros qui libère le peuple. D'autres un dictateur qui étouffe toute contestation. Chapitre 6. Cuba sur la scène mondiale, 1960-1970. Au cours des années 1960, Fidel devient un acteur majeur de la guerre froide. Cuba s'allie avec l'URSS, provoquant plusieurs crises avec les États-Unis, notamment la crise des missiles de Cuba en 1972, un des moments les plus tendus de l'histoire moderne. À l'intérieur du pays, Fidel poursuit ses programmes sociaux, améliorant la santé et l'éducation, mais la liberté politique reste sévèrement limitée. Les opposants sont emprisonnés ou exilés. Fidel se fait connaître pour ses discours interminables, sa capacité à galvaniser les foules et son charisme indéniable. Il devient un symbole mondial de la résistance anti-impérialiste
admiré par beaucoup dans le tiers-monde, mais honni par d'autres pour son autoritarisme. Chapitre 7. Les défis de la décennie 1970. Les années 1970 et 1980 apportent de nouveaux défis. Fidel soutient les mouvements révolutionnaires en Afrique et en Amérique latine, notamment en Angola et au Nicaragua. Cuba devient un acteur stratégique du bloc soviétique. Mais le pays fait face à des crises économiques, en partie dues à l'embargo américain et à la dépendance vis-à-vis de l'URSS. La population souffre de pénuries et la répression contre les dissidents continue. Malgré tout, Fidel maintient son pouvoir grâce à un mélange de réformes sociales, de propagande et de contrôle strict des institutions. Son image de leader inébranlable s'impose encore sur la scène internationale. Chapitre 8. La chute du bloc soviétique et ses conséquences. 1989-2006. La fin des années 1980, c'est un tournant. L'URSS s'effondre, privant Cuba de son soutien économique. Le pays traverse une crise majeure, appelée la période spéciale. Les pénuries alimentaires et énergétiques touchent la population, mais Fidel résiste, s'accrochant à son pouvoir et à son idéologie. Il cède peu à peu la direction du pays à son frère Raúl Castro, tout en restant l'influence dominante. Ses discours deviennent moins fréquents, mais il continue d'incarner le symbole de la révolution. Chapitre 9. La fin d'une ère. En 2006, Fidel Castro tombe gravement malade et transfère officiellement la présidence à Raúl. Pendant une décennie, il reste une figure emblématique, commentant les affaires mondiales depuis sa retraite. Le 25 novembre 2016, Fidel Castro meurt à La Havane, à l'âge de 90 ans. Sa mort provoque un mélange de deuil et de soulagement. Pour ses partisans, il reste un héros qui a défié l'Empire américain et défendu la souveraineté de Cuba. Pour ses détracteurs, il est le symbole d'un régime autoritaire qui a réprimé ses citoyens. Chapitre 10. Héritage et controverses. Fidel Castro laisse un héritage complexe et controversé. Point positif. Éducation gratuite, santé accessible. Cuba devient un acteur international. Résistance face aux États-Unis. Point négatif. Répression politique, exil de centaines de milliers de Cubains. Limitation des libertés individuelles. Son influence sur la politique mondiale et sur la lutte anti-impérialiste est indéniable. Même après sa mort, Fidel Castro reste un symbole mondial, source de débat et d'inspiration pour certains et de condamnation pour d'autres. Fidel Castro a vécu 90 ans. En près d'un siècle, il a transformé Cuba, défié les superpuissances et marqué l'histoire du XXe siècle. Héros ou tyran, sa vie était un paradoxe vivant. Mais une chose est sûre, l'histoire se souviendra de lui. Et dans les rues de La Havane, sur les murs de Cuba, son visage continue de raconter l'histoire d'un homme qui a osé changer le monde.